La situation que vit le Cameroun actuellement, avec un président disparu depuis plus de 70 jours et sur qui personne n'a la moindre information, est à la fois drôle et grave. On est en plein dans un spectacle tragicomique autour du dirigeant de 93 ans. Dans les faits, l'excitation actuelle suscitée par la longue absence du président Biya est même plutôt surprenante pour un président qui en réalité n'a jamais été présent dans la gestion de l'État. Le dernier conseil des ministres du Cameroun remonte au 15 mars 2018. Ce jour-là, M. Biya a eu la politesse de convoquer un conseil pour réunir tous les ministres suite à un réaménagement gouvernemental intervenu quelques jours plus tôt. Depuis 8 ans donc, Paul Biya ne s'est plus jamais réuni avec l'ensemble de son gouvernement pour discuter des projets et des problèmes de la nation. Jamais. Cette situation fait du pays de Paul Biya une exception planétaire. Pire, il y a des ministres qui n'ont pas eu la moindre séance de travail ou même une simple audience avec le chef de l'État depuis 10 ans. Sur une année normale, les Camerounais ont l'occasion de voir leur président tout au plus 5 fois par an, physiquement ou à la télévision. Lors du discours télévisé du 31 décembre et à la cérémonie des vœux du corps diplomatique en janvier, au moment du message à la jeunesse du 10 février, puis pendant la fête nationale du 20 mai, où il préside traditionnellement le défilé. Le reste du temps, Paul Biya est invisible et personne ne peut dire où il se trouve et ce qu'il y fait, sauf quelques rares privilégiés. Et, énième curiosité de ces pays jadis désignés comme quartier latin de l'Afrique francophone pour la foison et la qualité reconnue de ses intellectuels, énième bizarrerie, disais-je, le Premier ministre qui préside occasionnellement des conseils de cabinet avec l'ensemble des ministres n'est pas des privilégiés qui ont accès à l'agenda du chef de l'État. Paul Biya s'est même plusieurs fois permis l'arrogance, ou plutôt la fainéantise, c'est selon, de ne point participer à des sommets des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique centrale ou même de l'Union africaine, alors qu'il y était attendu pour passer le témoin à un de ses homologues. Des illustrations de l'absence quasi permanente de Paul Biya, il y en a à profusion. Tenez, alors que la tradition républicaine veut qu'un président élu ou réélu forme un nouveau gouvernement, les Camerounais attendent la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale depuis 10 mois. En comparaison, le président Ouattara, réélu lui aussi en octobre 2025 comme Paul Biya, a nommé un nouveau gouvernement le 23 janvier 2026, soit juste un peu plus d'1 mois après sa prestation de serment, le 8 décembre 2025. Paul Biya a prêté serment le 6 novembre 2025 et 10 mois plus tard, les Camerounais attendent toujours la formation du nouveau gouvernement. Dans un contexte de stress collectif, où le peuple s'inquiète des lendemains d'une succession hypothétique à la tête de l'État, le président Biya a cru apporter un peu de répit à une population qui en a grand besoin. Le régime a annoncé en grande pompe le vote d'une loi instaurant une vice-présidence de la République, dauphin constitutionnel qui terminerait le mandat du chef de l'État en cas de vacances. La loi a été votée par le Parlement et promulguée dans la foulée, le 14 avril 2026. Mais en y lisant la loi, on tombe sur une autre incongruité juridique comme seul le Cameroun de Paul Biya sait en produire. En fait, la loi ne crée pas expressément un poste de vice-président de la République, elle accorde simplement la possibilité au président d'en nommer un. Et voici ce que dit exactement l'alinéa 3 de l'article 5 de la fameuse loi. Le président s'entend, et je cite, il peut être assisté d'un vice-président, fin de citation. Paul Biya n'est donc pas obligé par la loi. Elle lui dit, et on y verrait même une forme de déférence, de pouvoir en nommer un s'il en voit la nécessité. Bienvenue au pays où la loi dit au président de la République qu'il a le droit de faire ce qu'il veut sur une question aussi cruciale. Du coup, les Camerounais se perdent en conjecture sur l'identité des dauphins putatifs prédestinés au poste de vice-président, tout en scrutant avec une certaine frilosité la nomination de l'heureux élu. On en vient à oublier que Paul Biya pourrait même décider de ne pas pourvoir ce poste et la loi lui en accorde entièrement le droit. Pourtant,
Pourtant, la situation du Cameroun est d'autant plus préoccupante que la question de la succession est loin d'être tranchée, surtout dans les rangs même du pouvoir. Le pays, et cela dure depuis des décennies, est comme un train TGV lancé à plus de 300 km à l'heure dont le conducteur a rendu l'âme à la suite d'un brusque AVC. Tout le monde sait que l'issue, c'est une catastrophe avec plusieurs morts et des centaines de blessés. Mais personne ne peut rien faire pour éviter aux passagers de cet engin cette fin tragique. En effet, au cœur du pouvoir à Yaoundé, pour ne pas dire à la présidence de la République, deux clans s'affrontent pour la succession dans un antagonisme qui s'extériorise désormais. L'épisode du bras de fer entre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, et le ministre des Sports en avril 2024, autour de la désignation de l'entraîneur, n'en était qu'une illustration de cette cacophonie au palais d'Etoudi, avec en toile de fond la sourdine bataille des successions. Quand le ministre Narcisse Mouélé Kombi exhibait à Samuel Eto'o les supposées très hautes instructions du chef de l'État pour la nomination du Belge que rejetait l'ex-avant-centre camerounais, le clan antagonique, au sein même de la présidence de la République, indiquait à Samuel Eto'o qu'il pouvait mettre à la poubelle des instructions qui ne provenaient nullement d'un président qui n'a plus toute sa tête et dont certains dans son entourage se sont substitués à lui pour signer décrets et autres très hautes instructions purement bidons. En fait, il y a aujourd'hui d'un côté le clan de la première dame. Tant que son époux est en vie, même sans avoir toute sa tête, elle détient l'essentiel du pouvoir qu'elle exerce à travers le directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo. Le clan adverse, rassemblé autour du fils aîné du président, Franck Biya, issu de son précédent mariage, estime que le pouvoir de Chantal Biya s'arrêtera à la minute où son président d'époux rend l'âme. La situation devient explosive lorsqu'on découvre que ces deux blocs du pouvoir se partagent les deux principales unités d'élite du pays. D'un côté, la garde présidentielle forte de ses 2000 à 3000 hommes selon la CIA, surentraînés par des forces spéciales israéliennes et bien équipées. En face, il y a les très célèbres et redoutés BIR, les bataillons d'intervention rapide dont les Camerounais sont si fiers pour avoir réussi à arracher la presqu'île de Bakassi à la puissante armée nigériane. Cette force spéciale est constituée de quelques 10 000 militaires, des soldats hyper entraînés, super équipés et rompus au combat en mer comme sur terre. Outre de lutter contre la piraterie dans les eaux camerounaises, les BIR se sont par ailleurs illustrés dans la guerre asymétrique contre Boko Haram et les analystes notent que c'est grâce à son efficacité que les djihadistes venus du Nigeria voisin ont été repoussés vers leur Nigeria d'origine sans avoir jamais réussi à établir la moindre katiba au pays de Paul Biya. Le général des brigades Raymond Jean-Charles Bécor Ambondo, patron de la garde présidentielle, et le général François Pellené, commandant des BIR, savent qu'ils vont devoir chacun imposer son donneur d'ordre comme successeur à la mort de Paul Biya. Et personne parmi les deux officiers supérieurs qui défendent chacun un des deux clans qui veut le pouvoir ne voudra plier l'échine. Comme pour le train lancé à plus de 300 km/h qui n'a plus de conducteur dont tout le monde imagine l'issue dramatique, tous les analystes lucides sont d'avis que la succession à Biabim Paul Barthélemy se soldera dans le scénario optimiste par une sanglante explication entre la garde présidentielle et les BIR ou dans le scénario catastrophe, dans une guerre civile déclenchée par les deux corps d'élite opposés qui réussiraient à rallier d'autres unités des forces armées.